j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour parler de films. En effet, mine de rien, j'adore parler de cinéma, j'adore parler de films, de séries, et j'ai du mal à libérer des créneaux pour ça sur cette chaîne puisque je fais déjà beaucoup de vidéos, mais je me suis dit que essayer de faire une vidéo par mois pour dégager les visionnages qui m'ont le plus marqué et vous le partager, bah c'était pas déconnant. Alors je ne sais pas si je vais réussir à le faire tous les mois, mais en tout cas pour janvier, c'est fait. On est parti pour un update ciné. Grâce à mon bullet journal, en plus j'avais tout sous les yeux, donc c'était parfait pour préparer cette vidéo. En janvier, j'ai vu 23 films, dont 7 au cinéma. Alors je vais pas vous parler des 23 films, parce que bah déjà, ça serait très très long, et ensuite, bah il y a pas mal de visionnages qui sont ou sympathiques sans plus, ou même décevants. Je me suis donc dit que pour ces vidéos, j'allais sélectionner les films qui me plaisaient vraiment, qui m'avaient apporté quelque chose, ou qui m'avaient intrigué. On est donc parti pour 8 films vus en janvier qui valent le coup d'œil. Je tiens à préciser que ce ne sont pas forcément des films récents, ça comprend bien sûr les visionnages que je fais sur les plateformes, donc il peut très bien y avoir un film des années 60 qui pop. Et d'ailleurs, ça fait une transition toute trouvée, puisque je vais vous parler des 7 mercenaires. Ride on. Ride on? Somehow I don't think you solved my problem. Solving your problems isn't in our line. C'est un film qu'on a vu en stream ciné. En effet, c'est une habitude que j'ai reprise avec ce mois de janvier. Tous les lundis soirs vers 19h, on se retrouve en stream et on se regarde un film ensemble. C'est légal, puisque du coup c'est un partenariat Prime Video avec Twitch. Donc il faut avoir un compte Prime pour pouvoir regarder. Sinon vous regardez de votre côté et on vous donne quel synchro on en est. Voilà, on se débrouille, voilà. Il y en a plein qui bidouillent un petit peu à leur manière ou qui regardent sur leur DVD, enfin bref. Et le dernier stream ciné qu'on a fait là, c'était, au moment où je parle, en tout cas au moment où je tourne, c'était Les 7 mercenaires. Et c'est un western. Alors ce qu'on pourrait appeler, je pense, un western spaghetti, je suppose, je ne connais pas bien la nuance. C'est un peu un... alors pour le coup, il est sorti il y a longtemps. Et il y a eu un remake en 2016, qui était aussi disponible d'ailleurs sur Prime, mais je me suis dit que voir l'original, ça pouvait être sympa. Et franchement, j'ai passé un très bon moment. Alors, c'est un film qui est assez vieux, et qui emploie plein de clichés du cinéma de l'époque, mais j'étais à fond dedans, voilà, j'avais envie de savoir s'ils allaient réussir, s'il y en avait qui allaient mourir, et j'ai pas été déçue. Et en plus, c'était très drôle, parce que du coup, on a regardé ça ensemble en stream, et j'ai donné des surnoms à tous les mecs. Il y avait le comptable, il y avait Jacques Brel aussi. Il y avait vraiment un des cow-boys, c'était la tête de Jacques Brel. Du coup, bref, voilà, c'était un bon moment en votre compagnie et le film m'a plu. Du coup, je le mets en 8ème position quand même parce que il est dans les films que je conseille, mais on va dire c'est un peu une parenthèse. Genre, je vais pas vous dire, vous damnez votre âme si vous le regardez pas, vous voyez. C'est un bon moment et ça peut être une entrée sympa dans le monde du western. De mon côté, j'en ai pas vu que 36 000 des westerns, et je pense que j'ai vu 2 des meilleurs. J'ai vu Il était une fois dans l'Ouest et Le Bon, la Brute et le Truand, qui sont un petit peu les trucs cultes du genre, mais il en existe bien entendu tout plein et je suis donc un peu une novice dans le genre. D'ailleurs, si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas, pourquoi pas. En numéro 7, je vais mettre Phantom. Alors, c'était assez particulier parce qu'au début du film, j'étais en mode « Oh là là, je vais me faire chier ». J'aime pas les thrillers, j'aime pas quand ça tire au pistolet, j'aime pas quand c'est glauque, il y avait rien qui allait, c'est vraiment... je trouvais ça bien foutu, je trouvais que c'était joli, tu vois, la caméra, les images étaient belles, machin, mais j'ai vraiment, les 20 premières minutes, je me disais, qu'est-ce que je vais me faire chier? Et en fait... My God, c'était trop cool. On est sur un scénario qui est vraiment hyper surprenant. Si vous aimez pas le début, accrochez-vous. En fait, ça va très vite partir en sorte de huis clos, avec tout plein de suspects rassemblés dans une baraque, et qui est coupable, qui ne l'est pas. Et les suspects vont s'avérer parfois très surprenants. Mon perso préféré d'ailleurs est un personnage très surprenant. Voilà, je ne dis pas qui, mais parce que je voudrais pas spoiler qui est surprenant, mais c'est des meufs. Mes persos préférés sont des meufs. Les meufs sont extraordinaires. Voilà, franchement, c'est un film qui est assez surprenant. Et au final, t'es à fond dedans, il y a vachement d'action, t'as envie de comprendre, c'était une très bonne surprise. C'est peut-être parce que de base, je partais vraiment de « Putain, je vais me faire chier pendant 2h30 » et que ça a fini sur quelque chose de vachement cool. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est dans ce top, genre ce grand écart de plaisir à accentuer la bonne note ou la bonne impression. Mais ouais, non, c'était un très bon moment. Un autre film qui date pour cette 6ème place et que j'ai vu très récemment, Call Me By Your Name. Just watch, this is how we'll say goodbye to us when the time comes. Later. Meanwhile, we'll have to put up with him for 6 long weeks.
Alors ce film, ça faisait très longtemps que j'en avais entendu parler, déjà parce qu'il y a Timothée Chalamet à l'intérieur et que c'est le film qui l'a fait connaître, et parce qu'apparemment il choquait, dérangeait pas mal de monde, et en fait moi j'avais des idées préconçues dessus. C'est-à-dire que on m'avait dit qu'il y avait du cul à l'intérieur et que c'était chelou. Du coup, j'étais en mode, ok, ça va être creepy, il va y avoir un vieux mec qui pécho en ado, ça va me dégoûter. Et du coup, je l'avais grave repoussé, tu vois. Et je me suis lancée, je sais pas, je me suis dit, vas-y, ça fait longtemps que j'en entends parler, faut que je me fasse mon avis, tu vois. Et en fait, ce film, c'est... Alors, ou un hommage ou plein de clins d'œil, je ne sais pas trop dans quelle catégorie mettre ça, mais c'est toute une référence, tout plein de références à un type de cinéma bien précis. Alors je ne connais pas le nom de ce type de cinéma parce que je ne suis pas cinéphile à ce point-là, je sais qu'il existe mais je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y a eu tout un genre, il y a longtemps maintenant, mais genre années 70 peut-être, 60-70, de découverte de la sexualité qui était très... lié à l'état de nature. Tu vois, très souvent, t'avais des films avec des ados ou des jeunes adultes qui découvraient leur première fois, et t'avais beaucoup de rapports au corps, c'était très imagé, enfin, c'était voilà, c'est un genre de cinéma que j'avais déjà aperçu, et que j'ai retrouvé dans Call Me By Your Name. Tout au début du film, j'étais franchement inquiète. Il y a un moment, donc on voit où va se porter la romance, entre donc Timothée Chalamet, je ne sais plus le nom du gamin, je suis désolée, on va l'appeler Tim du coup, et un autre mec. Et en fait, au début du film, tu sais pas qui est l'autre mec, et moi je l'ai vu, je me suis dit, le gars a au moins 30 balais, alors que Tim, il a genre 16 ans, c'est chelou. Alerte, tu sais tous les warnings là. Et en fait, c'est pas du tout ce que je craignais. En fait, j'avais très peur d'un rapport de force, d'un rapport de domination du mec plus âgé sur le mec plus jeune. Et en fait, il y a un moment vers le début du film où t'as le mec plus âgé qui masse le dos vite fait de Tim. Et en fait, à ce moment-là, j'étais en mode « Ah, tous mes voyants étaient allumés » en mode « Ah, ça, je vais pas pouvoir regarder ça. » Et en fait, pas du tout. Vraiment pas du tout. Déjà, le mec a 24 ans, là où Tim a 17. On est quand même sur un écart d'âge qui reste... Vous voyez ce que je veux dire, hein, pour un amour de vacances, voilà, c'est pas choquant, tu vois. C'est quand même bien moins choquant que 16 et 35, voilà. Et en fait, Tim est lui-même très en demande. C'est-à-dire que c'est limite lui qui va chercher le plus vieux, voilà, je sais plus son nom, je sais plus leur nom. Et alors, je dis pas que ça ne peut pas mettre mal à l'aise, hein. Je suis pas en train de dire c'est green flag, youhou, c'est la romance de la life, c'est trop bien, c'est super chou. Non. Mais je pense que le film n'est pas à prendre comme ça. Déjà, il est à remettre dans le contexte historique de l'époque, quand l'histoire se passe, je crois que c'est les années 90. Esthétiquement parlant, ça me faisait grave penser aux années 90, mais peut-être pas. Ils ont pas de téléphone portable. Donc, on doit pas être très loin. Ils ont encore des vieux fixes, ça doit être... Il y a pas internet. Ça doit être années 90, tu vois. Et donc l'homosexualité à l'époque n'est pas quelque chose de légal, voilà, on va même pas parler de toléré, on va dire de légal, surtout que ça se passe en Italie, donc... Et il faut... C'est pas un idéal de romance. Le film ne vend pas ça en mode c'est l'histoire romantique de la vie, c'est trop bien, tu vois, c'est plutôt un récit de vie. Et honnêtement... Autant au début j'avais très très peur de quelque chose de vraiment dérangeant et choquant, parce que t'as pas mal de films des années 60-70 comme ça qui sont vraiment affreux au niveau des valeurs, vraiment. Hein. Au final, franchement, je les ai trouvés très mignons. Tim joue très bien, enfin Timothée, j'arrive à l'appeler Tim, Timothée Chalamet joue très bien, je comprends que ça allait propulser, je comprends parce que... il est très touchant dans ce film et aussi très 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 réaliste. Ça a dû être hyper difficile de jouer un personnage comme ça, parce qu'il y a pas trop de pudeur en fait. T'as vraiment les tourments adolescents d'un gamin, quoi. Enfin, d'un gamin. Je dis ça du haut de mes 34 ans, tu vois, mais... Du coup, c'est pas un film que je recommande à tout le monde, parce que c'est quand même un sujet qui peut être un peu sensible. 17-24 ans, surtout que en fait, c'est surtout que le mec fait quand même plus âgé, tu vois. Encore une fois, les années 90, c'était assez vite tranché, les tranches d'âge, les catégories d'âge, j'ai compris. Mais donc voilà, je suis pas en train de dire que c'est un film qui est... hyper sain ou à prendre comme modèle, mais en termes de cinéma, j'ai trouvé que c'était un beau film, bien filmé, avec des propositions intéressantes, et en termes de message, alors pour moi d'ailleurs c'est pas un film à message, mais plutôt en termes de scénario, j'ai pas été choquée. J'ai failli, enfin au début je vous dis j'étais en mode où je suis, j'étais vraiment, je mets mes patounes très lentement, tu vois, mais au final c'est un récit d'amour de vacances, c'est un récit de... Je pense qu'il faut s'abstenir de juger quand tu le regardes, tu vois. Faut garder un recul. Ça fait vraiment tranche de vie. Pour moi, il y a vraiment énormément de références à un type de cinéma bien précis. Mais voilà, je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. Moi-même, c'est pas mon film préf, hein, mais je l'ai regardé en une fois quasiment, ce qui m'arrive très rarement. J'ai vraiment été emportée par le récit et j'ai trouvé qu'il était très bien filmé et très intéressant. Voilà, c'était intéressant. C'était une proposition intéressante.
En troisième position, alors il en reste un peu plus que 3 parce que les 2 positions du dessus, j'en ai mis 2. Mais vous allez voir, ils vont ensemble. Donc en troisième position, j'ai mis, alors attends, je lis, Ernest et Célestine, le voyage en charabie. Célestine! Qui cherche les notes trouvera la mélodie. Qu'est-ce que c'était mignon? Alors, il faut avoir vu Ernest et Célestine d'abord, enfin, c'est pas obligé en vrai, vous pouvez regarder celui-ci sans avoir vu le premier, mais je recommande très très fort le premier Ernest et Célestine si jamais vous ne l'avez pas vu, qui est hyper prenant, hyper bon et hyper traumatisant. Pour le coup, le premier, je l'avais vu en salle de cinéma et j'avais été flippée de ouf par les rats. En fait, c'est un dessin animé, je l'ai pas précisé, je vous aurais mis l'affiche, mais je vous le dis quand même, c'est un dessin animé pour enfants. Mais déjà en tant qu'adulte, je claquais du fessier. Hein. Franchement, le visuel des rats en termes de menaces, dans le premier, donc Ernest et Célestine, m'avait fort impressionné. Et c'est très joli, les musiques sont superbes, les personnages très attachants, les dessins très jolis, enfin voilà. Franchement, je conseille, regardez Ernest et Célestine. Et si jamais vous l'avez déjà vu, eh ben regardez Ernest et Célestine, le voyage en charabie. Faudrait que j'écrive correctement, ça aiderait. Je l'ai regardé avec Kim, qui pour le coup n'a pas vu le premier, donc ça ne gêne pas. Ça apporte quand même quelque chose d'avoir vu le premier, mais voilà. C'est très joli. Oh là là, c'est toujours aussi joli. Alors, je trouve que le scénario est un peu moins parlant et puissant dans celui-ci que dans le premier. Néanmoins, ça aborde plein de sujets hyper intéressants. Les musiques, l'importance de la musique dans le dessin animé est super cool. J'adore particulièrement l'instru final, que j'ai d'ailleurs mis dans ma playlist Spotify musique de film. Quand j'ai une musique que je kiffe dans un film particulièrement, je la mets là-dedans. Surtout la BO, pas les chansons, mais vraiment les petits morceaux d'instrumentaux comme ça que j'arrive à choper, j'adore. Et bah voilà, il y a typiquement tout un morceau à la fin qui est hyper vivant, j'adore. Et d'ailleurs, on le retrouve dans le dessin animé tout du long, mais tronqué. Et qu'à la fin où il est complet, et c'est hyper jouissif à regarder. Les valeurs donc sont bonnes, les dessins sont toujours aussi jolis, il y a plein de jolis messages, des messages importants de société et de politique. Pour moi, c'est une série de films animés qui conviennent aux enfants, mais déjà pas trop jeunes quand même, hein, parce que voilà, mais qui conviennent aussi très très fort aux adultes. Donc je recommande très très fort Ernest et Célestine, les 2 films. Et je sais qu'il en existe d'autres, mais j'ai pas encore vu les autres. En numéro 2, bah, j'en mets 2 ex aequo, parce que je ne peux pas les séparer. Je les ai vus, je crois, à 2 semaines d'intervalle, et j'ai été profondément marquée par les 2. Et c'est assez rigolo parce que pour le coup, autant Call Me By Your Name, c'est vraiment en termes de cinéma que je l'ai trouvé prenant, autant pour les 2 dont je vais parler là, c'est vraiment en termes de scénario. J'appelle à la barre Écrire pour exister et Le cercle des poètes disparus. Honnêtement, alors je vous conseillerais pas forcément de voir les 2 d'affilée parce que c'est vraiment les mêmes thématiques. On a un groupe d'enfants malheureux, dans des situations d'ailleurs très opposées, mais je vais pas en dire plus parce qu'en vrai, moins on en sait, mieux c'est, je trouve. C'est rigolo, j'ai dit c'est pas le même verbe. Bon, c'est pas grave, je trouve ça rigolo. Et donc dans les 2 cas, on a un groupe d'enfants, adolescents, grands adolescents d'ailleurs, hein, majeurs presque. Donc des grands ados qui sont pas heureux, qui sont fermés dans leur bulle dans laquelle la société les a fait grandir. Et il y a un prof ou une prof en fonction du film, qui va leur montrer que leur bulle, bah, il y a quelque chose au-delà. C'est 2 films qui m'ont fait pleurer. C'est 2 films qui sont beaux. Tous ceux qui ont un petit peu un côté pédagogue ou un côté qui s'intéressent à la lutte des classes, tout simplement, à la transmission à l'instruction, voilà, à l'instruction des enfants, à l'importance de considérer les adolescents, de considérer chaque humain, en fait, de pas coincer quelqu'un dans une case et d'essayer de faire découvrir d'autres choses. Tous ceux, voilà, qui ont un peu cette vibe prof, qui sont intéressés par l'éducation, qui sont intéressés par comment ça se passe dans notre monde actuel, etc. C'est des films que je conseille à 1000%. À côté de ça, c'est des films qui sont avec plein de messages super cool. Je pense que vraiment, je tiendrai un carnet de citations de films, j'aurais rempli 8 pages de chaque. C'est des très beaux films. En termes de messages. En termes de réal, honnêtement, ils sont pas... Ils sont filmés, quoi. Mais il y a pas, voilà, t'as pas une patte extraordinaire comme ceux dont je vais parler juste après, ou là, bref. On parle de mon podium, de mon haut du podium juste après. Mais là, voilà, en termes de réalisation... C'est sympathique, voilà, ça fait le travail, tu vois. Mais c'est surtout en termes de messages et de scénario que j'ai trouvé que c'était des films bouleversants, en fait, et importants. Putain, mais si tout le monde pouvait voir ces films et appliquer un petit peu ce qui est dit... Mais genre, si on prenait 10%
de ce qui est dit dans ces films pour les appliquer. Oh là là, mais le monde serait tellement plus beau. Donc voilà, 2 recommandations, j'allais dire feel good, vous allez chialer, hein. Vous allez chialer, mais 2 recommandations de cœur. Voilà. C'est mes choix du cœur. Et enfin, qui est-ce qui va avoir la médaille d'or? Eh ben, c'est un réalisateur que j'ai découvert ce mois-ci. Yorgos Lanthimos, et je le prononce sans doute très mal. En effet, je suis donc allée au cinéma et j'ai découvert Pauvre créature, qui m'a totalement scotché. I seek outings and adventures. Bella's so much to discover. You're the most beautiful woman I've ever seen. I am finding being alive fascinating. Bella. Why I keep it in my mouth if it is revolting? I must go punch that baby. La dernière fois que j'ai eu une approche d'un film aussi perturbante, c'était avec Annette. Voilà, si ça peut donner une idée. Alors c'est pas le même genre qu'Annette, hein. Déjà c'est pas un film musical et c'est pas du tout les mêmes thématiques et tout, mais au niveau du sentiment de dérangement et fascination en même temps et de respect par rapport au travail fait, etc. Annette, c'est le même niveau, et voilà, et j'ai mis 20 à Annette, j'ai mis 20 à Pauvre créature. Je crois que j'ai mis 20 ou 19 à Pauvre créature, je suis pas encore décidée. Mais Pauvre créature, c'est un film incroyable, avec Emma Stone, qui est décidément une actrice En fait, dans ses débuts de carrière, tu vois qu'elle a fait des films sympas. Mais genre des trucs un peu tout public, des meufs un peu concon, romantiques, voilà. Charmant, mais sans plus. Depuis quelques temps, je trouve que ses choix de carrière sont bluffants. Ça se voit que maintenant, elle a la possibilité de choisir ses films. Et vraiment, celui-ci, c'est un travail incroyable qu'elle a fourni. C'est une prouesse, ce qu'elle joue dans ce film. C'est une prouesse. J'ai pas les mots. Alors tu vois, je parlais avec Timothée Chalamet tout à l'heure dans Call Me By Your Name du courage qu'il faut pour un acteur pour se mettre à nu, au sens propre et figuré, à ce point. Parce que bah tu sais, genre, je sais pas, tu joues un film où tu te masturbes par exemple. Bah, même si tu joues un personnage, bah des gens vont te voir te masturber à l'écran. Alors sans parler de voir la scène, tu vois, genre de voir le sexe en gros plan, un truc comme ça, mais ils vont te voir le jouer. C'est quand même quelque chose d'extrêmement intime. Et là je parle du sexe, mais c'est ça pour tout, hein, jouer une émotion, etc., quelque chose que tu prends dans tes tripes. Et Timothée m'a bluffé dans Call Me By Your Name pour ça. Et d'ailleurs je trouve aussi que ses derniers films à Timothée Chalamet d'ailleurs sont de mieux en mieux, idem. Mais Emma Stone dans Pauvre créature est... Il y a plus les mots. Ce film, il est dérangeant. Alors il y a énormément de sexe dans Pauvre créature. Pour le coup, soyez prévenus. Si vous y allez, n'allez pas avec votre papa, hein, ou votre maman, ou votre grand-mère, voilà, ou votre date que vous voulez pécho. C'est pas le bon plan non plus. Hein. Je trouve que c'est un film qui est assez intime, qui fait écho à pas mal de choses en nous. Je pense que c'est très bien de le voir en salle parce que c'est un film qu'il faut pas regarder en étant dérangé, comme Annette. Je pense que si vous regardez Annette ou Pauvre créature avec votre téléphone et que toutes les 2 secondes vous regardez pour répondre à votre pote, c'est un truc qui peut passer devant un autre film sans problème, mais pas devant ce genre de film-là. Pauvre créature, pour moi, c'est un film qu'il faut prendre en pleine gueule et qu'il faut assimiler dans tous ses sentiments exacerbés. Il y a 36 messages à la seconde. C'est un film qui est grand en termes de cinéma. La réalisation est folle. De toute façon, dès que le film commence, le premier plan du film de Pauvre créature, la scène est sublime. Vraiment, hein, le film commence et j'étais en mode waouh, ça va être waouh. Je sais que ça va être un film waouh et ça a pas loupé. La réalisation est dingue, l'image, la bande son. D'ailleurs, du coup, je fais un lien, mais après avoir vu Pauvre créature, j'ai regardé La Favorite avec Kim, qui est disponible sur Netflix, du même réalisateur. Et c'est là que j'ai capté que, en fait, pour ce réal, la bande son a une extraordinaire importance. Dans Pauvre créature, vous pouvez être interpellé parce qu'il y a plein de sons bizarres, dérangeants, tu sais, genre tu comprends pas d'où ça vient, etc. Et bah, dans La Favorite, t'as la même chose. Alors pas au même niveau, hein, mais tu vois les correspondances en fait, qui fait que c'est le même réalisateur qui a fait les 2 films. D'ailleurs, La Favorite est donc à égalité avec... Alors pas à égalité, mais il est sur la place numéro 1 avec Pauvre créature, puisque du coup j'ai vu les 2 en très peu de temps et j'ai adoré les 2. Et il y a Emma Stone dans les 2 qui plus est. Je continue avec Pauvre créature d'abord, mais pour moi c'est un film que je peux pas conseiller à tout le monde, parce qu'il est très dérangeant, très perturbant. Il met en avant vraiment des choses que t'as pas envie de voir. Et en même temps, il est tellement important et tellement nécessaire. Je trouve qu'il met vraiment en avant des choses qui doivent être dénoncées, qui doivent être mises en porte-à-faux. J'ai pas envie de vous dire exactement, parce que moi, en vrai, quand je l'ai vu, j'avais juste vu la BA, et la BA, elle dit rien. Vraiment, la BA, elle dit rien. Tu vois en esthétique, mais tu vois pas le but du film, tu vois. Et j'ai pas envie de vous en dire plus.
J'ai pas envie de vous dire exactement le scénario parce qu'au final, moi j'en savais rien quand j'y suis allée. Et je pense que c'est important de le découvrir avec le film. Pour le coup, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un film d'apprentissage. C'est un film où tu redécouvres ce que c'est qu'être libre, qu'être une femme. Et tu redécouvres aussi les carcans qui sont liés à ce mot. Tu redécouvres comment dire ça ? Il y a une vraie question par rapport au rôle de la société dans la vision d'une femme. De comment on se sent, de ce qu'on affirme, de ce qu'on cache. Je vous dis, c'est un feu d'artifice. Un feu d'artifice. Et en plus, moi, alors, j'avoue que j'ai une particulière tendresse pour les films assez glauques, macabres, un peu gothiques, je dirais. Et j'aime quand je comprends pas tout. J'aime, alors quand c'est bien fait. Oui, bah oui, non, parce que sinon, je me fais chier. Mais j'aime quand il y a une esthétique particulière. J'aime quand on joue, par exemple, avec la définition de monstre. Et ce film correspond parfaitement à ça. C'est pour ça que j'aime autant, d'ailleurs, le réalisateur Del Toro, parce que je trouve qu'il a une façon de s'approprier le mythe du monstre qui est absolument folle. Et d'ailleurs, Del Toro va réaliser Frankenstein. Vous n'avez pas idée à quel point je suis impatiente de ça. Bref. Mais du coup, Pauvre créature pose vachement la question de la monstruosité, au sens étymologique du terme, parce que monstre, à la base, désigne quelqu'un à part de la norme, quelqu'un d'unique dans un sens. Et qu'est-ce qui est monstrueux, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Tu vois, enfin, ce genre de questionnement-là, j'adore, et l'esthétique est folle, enfin bref, voilà. Pauvre créature, c'est quelque chose qui m'a bouleversée dans plein de sens, et il m'a dérangée aussi, hein. Il y a plein de points qui sont durs de ouf, mais ouais, j'ai adoré. Et Emma Stone, Queen, quoi, vraiment... Queen du monde. Et j'en profite du coup pour faire un point sur La Favorite qu'on a regardé avec Kim il y a peu. Mais il y a vraiment, on a fini avant-hier je crois, donc vraiment très peu. You don't go, I will start kicking you. And I will not stop. My dear friend, how good to see you've returned from hell. I'm sure you shall pass through it one day. J'étais curieuse de le voir parce que j'avais envie de voir un autre film de ce réalisateur et il est très bon aussi. Je pense qu'il est plus facile d'accès que Pauvre créature. Déjà en termes de sexe, il n'y a pas de sexe. Il y a du sexe sous-entendu, mais on ne voit pas de scène. Dans Pauvre créature, on voit vraiment, et il y en a beaucoup, donc voilà. Encore une fois, je préviens. Hein. Dans La Favorite, vous avez des sous-entendus, vous avez des débuts de scène, mais vous voyez rien. Vous n'avez pas de sexe, vous ne voyez pas de corps nu, voilà. C'est tout du sous-entendu. Néanmoins, en termes d'esthétique, on le reconnaît de ouf. Et vraiment, Emma Stone avec ce réal, c'est du génie. Ce film est très bon, La Favorite est très bon. Alors, je le mettrai pas au même niveau. Pauvre créature pour moi est au-dessus, vraiment. Je pense qu'il est au-dessus de beaucoup de films. Mais La Favorite est très intéressant et propose tant un scénario qu'une esthétique vraiment intéressante. Ça peut être une très belle amorce si vous voulez découvrir un petit peu le style de ce réal. Et ma foi, j'ai terminé. Je pense que c'est pas mal, hein, franchement. La vidéo est pas trop longue, je suis fière de moi. Et j'ai essayé d'être à la fois concise, précise, mais sans l'être trop, pour vous donner quand même envie de découvrir les titres qui m'ont vraiment marqué ce mois-ci. Je vous laisse me dire en commentaire 2 choses. Premièrement, quels sont vos films à vous de janvier qui vous ont marqué, que ce soit anciens ou récents. Et deuxièmement, bien entendu, est-ce que je vous ai donné envie de découvrir certains des titres dont j'ai parlé aujourd'hui ? J'espère. Sur ce, je vous laisse là. N'hésitez pas à me dire en commentaire également, décidément je vous demande plein de choses, si vous aimeriez bien que ce rendez-vous devienne un peu plus régulier et que je maintienne le concept d'une fois par mois. Après, ça dépend de ce que je vois, hein. Si jamais il y a un mois où je vois 2 films et que je trouve que c'est des piquettes, bon, ça sautera. J'espère que ça arrivera pas quand même. J'aime bien avoir du bol et découvrir des trucs cool, c'est quand même sympa. Mais oui, mon chat. Regardez Merlin, il vous dit au revoir aussi. Je vous fais donc tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et j'ai hâte d'avoir vos retours sur tout ça. Mouah, bisous à tous, je vous aime très fort.